The island. It was my prison. For ages I roamed the land, aimless, looking for a way out, until time didn't exist anymore. Until I forgot who I was. My sins walk. And then they arrived. Do you see the dancing flame? More than a quest for fame, devotion. Which one of them will be my savior? And the secret lights will grow. And this prison is home. My ocean. Alors bonsoir à tous, donc je me présente, je suis Christophe Franco-Rogelio, compositeur et écrivain, et je serai votre hôte donc, pour cette soirée consacrée aux jeux vidéo et en particulier à la musique. Alors du coup, on peut légitimement se poser la question en fait de pourquoi est-ce qu'on va parler de jeux vidéo dans un festival qui est consacré au cinéma. 60e édition donc, des ciné-rencontres de Prades, ça nous fait très plaisir d'ailleurs d'être ici. Alors déjà, on pourrait commencer par tout simplement parce qu'on vient de voir qui est en fait la bande-annonce d'un jeu qui est sorti l'année dernière. Donc on va en parler un peu plus avant. Donc en fait, le jeu vidéo aujourd'hui et de plus en plus depuis quelques années en fait utilise les mêmes médiums en fait de diffusion que le cinéma, en tout cas au minimum sur ce qui concerne la publicité en fait. Mais on peut aussi, je peux vous sortir quelques chiffres en fait que j'ai notés là. Pour commencer, en 2013 sort le jeu GTA V, dont vous avez peut-être entendu parler. GTA V, c'est un budget de 265 millions de dollars. Je vous fais pas la conversion en euros, mais c'est plus qu'Avatar, à l'époque où Avatar a été produit. En termes de rentabilité, en termes de chiffre d'affaires, GTA V engrange 6 milliards de dollars pour Rockstar, donc, qui sont donc les producteurs du jeu GTA V. Au-delà des chiffres, en termes de technologie, on a ce qui s'appelle donc un moteur de jeu. On va un petit peu plus en parler pendant la conférence, comme Unity par exemple, qui est utilisé pour créer des environnements en 2D ou en 3D. Et qui, par exemple, a été utilisé par Steven Spielberg sur le tournage de Ready Player One, en fait, ce qui lui a permis de pouvoir faire travailler ses acteurs sur des reproductions, en fait, du décor qu'on voit ensuite à l'écran, qui n'existait pas au moment où les acteurs ont tourné, et ça leur permettait, grâce à des casques de VR, donc encore une fois une technologie utilisée en jeu vidéo, ça leur permettait, en fait, de se repérer dans l'espace, dans ce décor qui n'existait pas encore. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des technologies, le jeu vidéo, c'est du coup comme le cinéma, en fait, un ensemble en fait de plusieurs arts, de plusieurs métiers qui se mélangent, qui se télescopent. Et parmi ces métiers, il y a le métier de compositeur de musique. Alors, tout comme il y a de la musique de film, il y a en effet de la musique de jeux vidéo, c'est-à-dire une musique avec ses spécificités, avec ses techniques, ses objets technologiques. Et du coup, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Julien Ponsoda, qui est donc le compositeur du jeu vidéo Sir Isle, dont vous venez de voir la bande-annonce. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Christophe, je suis Julien Ponsoda. Alors c'est moi qui ai composé la bande son du jeu dont on a vu un extrait avec un copain. En fait, on était deux. C'était un assez gros projet, donc on était deux sur ce truc-là. Voilà.
Alors du coup, moi je pense que ça peut être intéressant de commencer doucement en fait, avant d'arriver jusqu'aux jeux vidéo. Du coup, j'ai envie de savoir un petit peu comment est-ce qu'on devient compositeur en fait tout court. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu brièvement on va dire les grandes lignes de ton parcours en tant que musicien? J'imagine qu'au début, tu vas commencer par jouer d'un instrument, apprendre le solfège peut-être. Ouais, moi j'ai commencé assez tôt, vers 5 ou 6 ans, à apprendre le piano et le solfège, mais je sais pas si c'est vraiment conventionnel la manière dont je l'ai appris, puisque c'était en famille en fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris des trucs, et je suis un des rares de la famille à avoir adhéré au principe du solfège. Par essence c'est un peu rebutant au début, mais moi ça me plaisait parce que c'était quand même vachement mathématique, et c'était un peu, pour moi c'était un jeu en fait le solfège, donc j'ai beaucoup accroché à ça. J'ai du coup commencé par faire du piano un petit peu, et puis je relevais tous les trucs que j'entendais, des bouts de chansons, des trucs. Quelques années après, j'ai eu mon premier synthé, donc j'avais des gros sons électroniques, c'était génial. Je me suis bien éclaté à continuer ce truc-là, de rejouer ce que j'entendais à la radio ou à la télé ou n'importe quoi. Après, j'ai fait une pause. Au moment du collège, je m'étais un peu lassé, quoi, donc j'ai fait une énorme pause. Et puis, entré au lycée, j'ai ressorti mon synthé qui était tout poussiéreux, je me suis remis à jouer des trucs. Et là, j'ai décidé d'entrer au conservatoire. Du coup, j'ai fait un petit peu de conservatoire. Notamment des musiques actuelles et du jazz. J'avais pas du tout la théorie classique que j'avais déjà abordée avec le solfège de quand j'étais petit. Je me suis plus concentré sur tout ce qui est jazz et tout ce genre de trucs. Et Autour de quel instrument du coup Toujours du piano. Toujours du piano. Pour le coup, je faisais toujours du piano, mais j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à d'autres instruments, mais de loin. Ça m'intéressait de voir des gens jouer d'autres instruments, notamment des cuivres et des trucs comme ça, mais j'ai joué que du piano. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu envisageais de faire une carrière dans la musique et encore plus loin, est-ce que tu envisageais de faire une carrière en tant que compositeur ? Alors compositeur, ouais, un petit peu, ça me plaisait beaucoup en fait de composer mes propres trucs, même si ça allait jamais super loin, mais j'étais bien attiré par l'idée de faire ce que j'entendais moi. Par contre, envisager une carrière, là, à ce moment-là, non, c'était un peu tôt, je pense. Par contre, au moment du lycée à peu près, j'ai vu un film qui m'a vraiment déclenché un truc, c'est Eternal Sunshine, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu. C'est un super film de Michel Gondry et la musique est assez géniale, et c'est en entendant la musique de ce film que je me suis dit je veux être compositeur et je veux faire de la musique pour des films. Du coup l'idée est née à ce moment-là. Ok, d'accord. Le compositeur d'Eternal Sunshine, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement. Il s'appelle John Bryan, c'est un Américain qui s'appelle John Bryan et qui a fait plein de petites choses. Il a fait des films d'animation, des films en prise de vue réelle, il a fait des choses vachement diverses. Et son travail est super intéressant parce que il y a son identité musicale qui ressort vraiment dans tout ce qu'il a fait, quoi. D'accord. Et donc l'idée a fini par faire son chemin. Le déclic, ça a été ce film. Et qu'est-ce qui se passe ensuite en fait ? Est-ce que tu cherches justement à aller vers le cinéma, du coup, j'imagine, à ce moment-là, plutôt ? Ouais. Du coup, j'ai décidé d'entrer dans une école de cinéma. Alors cette école prenait pas au niveau du bac, il fallait faire des études un petit peu avant, donc j'ai décidé de faire de la musicologie à la fac. C'est là que j'ai commencé à faire des premiers projets avec des copains, où j'ai commencé à composer vraiment de la musique pour des petits courts-métrages amateurs et des trucs comme ça. En parallèle, j'ai appris un peu par moi-même à jouer de différents instruments. Tout ce truc de regarder des gens jouer de la trompette et des instruments comme ça m'a vachement attiré, et du coup je m'y suis mis pour le coup, donc j'ai essayé de diversifier un petit peu. Et donc ensuite, je suis rentré dans cette école de cinéma où j'ai fait un master de composition de musique pour l'image. Donc ça, c'était vraiment le gros diplôme. Voilà. À partir de là, du coup, j'avais mon diplôme, donc j'étais assez content de moi. J'ai pu continuer tout seul sur ma lancée, puisque j'ai appris à apprendre tout seul aussi. Donc j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte, et c'est là que j'ai appris à faire des tas de trucs différents, un peu en dehors de la musique de film. Oui, alors peut-être pour préciser, pour ceux qui connaissent peut-être pas ce genre de parcours, mais donc la musicologie, ça va être beaucoup d'enseignement théorique en fait, peu de pratique instrumentale, au contraire du conservatoire que tu Très peu, ouais. La musicologie, on parle de musique, mais on n'en fait pas. A priori, c'est très très théorique comme enseignement. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup de culture et de base que j'avais pas forcément.
D'accord, tu as entendu des choses que tu serais pas forcément allé entendre Complètement, si tu n'avais pas été sur les bancs Ouais. de la musicologie, d'accord. Et donc ça a duré pour toi, la musicologie, ça a duré 2 ans, c'est Alors ça? oui, j'ai fait 2 ans. Le temps en fait de pouvoir ensuite intégrer l'école de cinéma? Le temps de pouvoir rentrer dans cette école qui prenait un bac+2. Donc en fait, en attendant, j'ai fait 2 ans de musicologie. Ouais. Donc, en fait, musicologie, ce sont des parcours d'université classique, c'est-à-dire on a une licence qui se fait en 3 ans et ensuite un master. Et donc là, le cas donc, de cette école de cinéma, le cas particulier, c'est qu'en fait on rentre On rentre en dernière année de licence. dernière ligne de licence, d'accord. Donc j'ai terminé ma licence là-bas, mais du coup j'ai fait passer plus de temps en musicologie pendant ma licence. C'était un peu bizarre. Du coup, mais du coup ça faisait une bonne transition. Ça faisait vraiment le lien entre la musique et le cinéma. Et après le master était vraiment plus spécialisé musique de film complètement. Et donc dans ce master, donc, qui est à Aubagne, du coup, c'est à Aubagne, ouais. Master Satis. Près de Marseille, ouais. Du coup, tu as été amené à travailler sur des films. Donc tu as découvert un peu ce métier-là. Et est-ce que du coup la transition vers le jeu vidéo s'est faite comment en fait? Comment t'en es arrivé finalement à sortir un petit peu de cette idée de cinéma qui t'avait quand même marqué et puis pour aller vers cet autre univers, du coup, comment ça s'est passé? Alors, la vérité, c'est que j'étais pas attiré par la musique de film, mais par la musique à l'image en général. Ce qui me plaisait, c'était de faire de la musique pour exprimer quelque chose qui était aussi dans un autre médium, en fait. Mais je l'ai appris qu'après. Le truc qui a été vraiment décisif, c'est pendant ce master, justement, où on avait un directeur de filière, donc le directeur de la filière musique à l'image, qui, lui, était vraiment un prof de fac, quoi. Il nous donnait des cartes, quoi. Il nous donnait des trucs à faire dans tous les sens, et c'était à nous d'aller chercher les informations ou l'apprentissage qui nous intéressait. Donc on avait quand même des choses à faire. C'était assez directif, mais à côté de ça, en fait, il nous permettait beaucoup de liberté dans notre apprentissage, et justement, il nous a donné un petit peu accès à tous les outils qui permettent de faire de la musique de jeux vidéo. C'est-à-dire que des trucs qui permettent de rendre la musique interactive, ou en tout cas des notions de composition spécifiques pour ce médium-là. Alors on va y venir petit à petit parce qu'effectivement ça fait partie des choses qui sont très spécifiques à la musique de jeux vidéo, l'interactivité, c'est même au médium qu'est le jeu vidéo en lui-même. Du coup, au niveau de j'ai envie de m'arrêter un petit peu juste sur la notion de musique à l'image en fait. Qu'est-ce qui comment dire? Qu'est-ce qui change en fait quand tu composes pour le cinéma, par exemple? Qu'est-ce qui va changer quand tu composes peut-être pour toi entre la musique de film et la musique. En fait, voilà. Qu'est-ce qui va faire que la musique de film, en fait, que la musique à l'image, en quoi la musique à l'image en fait se démarque de la musique en général, ou est-ce qu'il y a des différences vraiment fondamentales, ou est-ce que ça va être plus une manière de travailler qui change? Il y a beaucoup de choses qui changent en fait quand on fait de la musique de film ou de la musique à l'image par rapport à de la musique plus autonome, quoi, qu'on peut écouter comme ça. Déjà parce qu'il y a des images et qu'il faut pas faire n'importe quoi avec. C'est-à-dire qu'un film ou n'importe quelle image, au final, on peut mettre beaucoup de musique différente dessus. Ça donnera forcément un effet en fait. Le rapport entre la musique et l'image donne un effet et fait naître des émotions chez le spectateur. Mais tout l'enjeu réside dans les décisions qu'on prend. En fait, c'est à moi de choisir l'émotion que je veux faire ressentir en fonction des images, et donc je dois créer une musique qui va agir dans ce sens-là. Et ce qui est très différent et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans la musique à l'image, c'est que on est contraint en fait. Il y a une image, il faut faire quelque chose qui marche avec. C'est loin d'être aussi simple que de faire de la musique autonome, même si c'est pas non plus facile. Mais moi, c'est très personnel, hein, mais moi je suis plus productif quand je suis sous contrainte. Ce qui est le cas d'autres musiciens aussi, mais pas tous. Oui, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, c'est un paradoxe, mais c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Donc du coup, ce serait donc assez, d'une certaine manière, un peu plus complexe de composer pour l'image. Et donc j'imagine que dans le jeu vidéo, donc cette notion d'interactivité, c'est-à-dire en fait le fait que quand on prend une décision, quand on appuie sur un bouton ou quand on décide de faire quelque chose dans l'univers du jeu, ça a une conséquence, ne serait-ce que par, je sais pas, prendre une porte sur la gauche ou prendre une porte sur la droite, ça a une conséquence. Donc j'imagine que ça rajoute encore plus de complexité à l'écriture de la musique.
Oui, alors il y a encore une chose qui se rajoute là-dessus, c'est que dans le cinéma, les codes de la musique sont vachement établis depuis un moment quand même. Dans le jeu vidéo, c'est pas que ça tâtonne, mais c'est quand même encore plus libre. C'est plus libre, donc en fait, c'est à nous, les compositeurs, de choisir quelle musique on veut déclencher, à quel moment, en fonction de ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs, parce que pour le coup, il est déjà plus actif que quand il regarde un film. Alors, sur le plan artistique, du coup, effectivement, il y a des enjeux un peu différents qui sont peut-être potentiellement plus flippants quand même, parce qu'il faut que quand le joueur fait un truc, il faut qu'il sente qu'il se passe un truc et que la musique accompagne ça. Mais sur le plan technique, il y a aussi des difficultés. Quand vous faites de la musique de film, vous avez votre film, vous faites de la musique dessus, tout est timé. Il n'y a pas de possibilité que ça change en fait, à partir du moment où vous avez le montage définitif, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais dans un jeu, par contre, si le joueur il reste dans une salle pendant 1h30, il faut que la musique reste pendant 1h30, quoi. Puis s'il prend la porte au bout d'1h30, il faut que la musique se déclenche à ce moment-là. Il y a plein de petites choses techniques qui sont un peu invisibles au final, mais dont on doit tenir compte dès la composition de la musique, ou même avant, quoi, dès qu'on pense à ce qu'on va devoir faire musicalement pour que ça fonctionne avec l'image, quoi. C'est de la musique à l'image, mais en temps réel, quelque part. D'accord. Et donc en fait, à la fois il y a plus de contraintes et d'un autre point de vue, en fait, tu as l'air de dire que voilà, il y a quand même aussi une certaine liberté de ton, peut-être d'esthétique en fait. Sur le plan artistique, il y a moins de contraintes. Sur le plan technique, c'est plus contraint, mais sur le plan artistique, on est plus libre. Ça clairement. Et au même titre que donc il y a visiblement des compositeurs de musique de film qui ont pu te marquer pendant ton parcours. Est-ce qu'il y a aussi des compositeurs de musique de jeux vidéo qui ont pu te marquer au même titre ? Des compositeurs de jeux vidéo, ouais, pas beaucoup, parce que je suis pas un gros joueur de jeux vidéo, en fait, simplement, j'ai pas une culture énorme là-dedans. Moi, ce qui me plaisait, c'était surtout le côté technique et de fabriquer des trucs, mais j'ai pas passé beaucoup de temps sur des jeux, donc j'en connais assez peu au final. Mais dans ceux qui m'ont vraiment influencé, il y a Rich Fairyland, qui fait de la musique sous le nom de Disaster Peace. Il a fait de la musique pour Fez, qui est un superbe jeu. Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter aussi. Et il a fait de la musique de film aussi, dans It Follows. Oui, voilà. C'est ça. Étrangement, dans un film dans lequel on retrouve beaucoup l'identité de ses travaux dans le jeu vidéo. Enfin, musicalement, c'est très proche, et pourtant le médium est complètement différent. Donc c'est vrai qu'il y a des porosités, il y a des liens en fait entre le cinéma et le jeu vidéo, y compris même dans la musique. Du coup, ça rejoint ce qu'on disait en introduction. Il y a l'exemple un peu inverse qui existe aussi. Il y a Christophe Herral qui fait de la musique pour Ubisoft, qui vient du milieu du film en fait. Lui il faisait du film avant, enfin de la musique de film, de l'animation beaucoup, des films d'animation. Et en fait, c'est Michel Ancel qui allait le chercher parce qu'il faisait de la musique de film justement. Il voulait il voulait un mec qui vienne de la musique linéaire, quoi, pas du jeu vidéo. Et donc il l'a mis dans ce milieu-là. Et donc ouais, les choses peuvent aller dans les deux sens. Et ça d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est intéressant parce que ça correspond. L'époque justement où Michel Ancel en fait vient chercher Christophe Herral, ça correspond à une révolution technologique que vous avez pu connaître. En fait, c'est l'apparition de la PlayStation 1. En fait, qui est la première console qui utilisait le CD en fait. Et donc la première console qui pouvait passer de la musique enregistrée. En fait. C'est l'époque où sur PC aussi c'était le cas. On pouvait avoir de la musique qui n'était pas jouée directement par le processeur, et donc de la musique enregistrée par un orchestre. Et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, beaucoup de réalisateurs de jeux, on pourrait dire, vont chercher des compositeurs de cinéma pour composer de la musique de Oui, jeu. parce qu'avant ça, comme on ne pouvait pas passer de la musique enregistrée, la musique c'était un système très différent en fait, qui touchait plus à la programmation il fallait être programmeur pour faire de la musique de jeux vidéo avant ça, quoi. Du coup, c'est un truc que ne pouvaient pas faire les compositeurs de musique à l'image, puisque eux, leur métier c'était de composer vraiment, et les notions techniques, elles n'étaient pas là du tout. Mais effectivement, l'arrivée du CD sur ces formats-là, ça a permis de faire venir des compositeurs d'un peu partout. Et donc ça, c'était il y a 20 ans, en fait. Donc c'est un métier qui est en train de naître totalement, quoi. Et alors du coup, justement, donc comment ça s'est passé en fait ton arrivée dans ce métier? Donc tu as eu des contacts avec donc le jeu vidéo, l'interactivité au sein de ce master que tu as fait. Mais alors du coup, comment
comment tu as trouvé ton premier job en fait de compositeur de musique de jeux vidéo? Alors, effectivement, dans mon master, j'en avais fait un petit peu. Ça restait sous forme d'exercice quand même. Hein. C'était assez basique, mais c'était en tout cas assez pour que je m'intéresse vraiment au truc. Donc je me suis plongé dedans tout seul, quoi. J'ai beaucoup bossé pour comprendre comment ça marchait et voir un peu ce que je pouvais faire avec ça. Après j'ai fait des masterclass aussi, des masterclass, ça ressemble à ça, hein. On est des musiciens autour d'un écran. Moi je suis le mec avec le gros trombone à coulisses là. J'ai fait des masterclass, ça c'est une masterclass de musique de film, mais j'en ai fait aussi pour de la musique de jeux vidéo. Et là ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais faire ça, parce que c'est génial, quoi. C'est plus marrant à faire, et puis c'est quand même plus collectif comme truc. Non. J'ai fait des masterclass et j'étais sûr que je voulais faire ça. Alors, suite à ça, par contre, il y a eu une énorme période de vide parce que c'est un peu différent du cinéma. À la sortie mais... du master, après avoir fini le master. Après avoir fini le master, voilà. J'ai fait des masterclass après, dans l'année qui a suivi, et après ça a été le vide, parce que trouver du boulot en tant que compositeur, déjà c'est pas simple, mais en tant que compositeur spécialisé dans la musique de jeux vidéo, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc il y a eu une énorme période de doute, et l'histoire c'est qu'un jour j'ai décidé de me prendre un peu en main. Je me suis assis devant une feuille, j'ai fait un tableau, et d'un côté j'ai écrit les pour faire de la musique de films et de jeux vidéo, et les contre de l'autre côté. Donc j'ai fait un peu mon équation, et là j'ai décidé que c'était râpé pour moi, quoi. Donc j'ai dit bon, je vais aller trouver un job. Et après toutes ces années d'études, quoi. Ouais. Après toutes ces années. Ouais, c'était un peu. Tu vois, après mon savoir, je le gardais quand même. J'avais pas prévu d'arrêter la musique, mais j'avais prévu de passer à autre chose sur le plan professionnel, simplement. Donc je m'étais dit, je continuerai à faire de la musique dans ma chambre pour me faire plaisir, et puis j'irai bosser, je sais pas où, ailleurs. Et en fait, ce jour-là, il y a un copain à moi avec qui j'ai fait mon master, justement, qui était exactement dans la même situation que moi. Il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui fait un jeu vidéo, et il voudrait de la musique dessus. Donc il me dit, j'ai parlé avec lui et tout, machin, le projet est super, mais il y a beaucoup trop de travail pour une seule personne. Donc en fait, il m'a dit, viens bosser avec moi sur ce truc. Et on a bossé, au final, on a bossé 6 mois, je crois, dessus. En tout, si on cumule toutes les petites périodes de travail, on a bossé 6 mois. Et du coup, ce jeu, c'est Sears Isle, celui dont vous avez vu la bande-annonce juste avant. Donc je me suis retrouvé à travailler sur ce jeu-là à deux. C'était vraiment génial. Et suite à ça, on a décidé de monter un collectif. En fait, on s'est dit, on travaille bien ensemble, donc autant continuer de travailler ensemble et afficher un nom sous lequel les gens pourront nous reconnaître. Donc on a fait un collectif qui s'appelle Illustration. On est deux et demi. Des fois, on a un copain qui travaille avec nous aussi, mais la plupart du temps, on est deux. Et depuis, on fait de la musique de jeux vidéo sous ce nom-là. Et on continue encore aujourd'hui, et l'activité commence à fonctionner. Quoi. D'accord, c'était l'appel sauvé par le gong, en fait. C'était un peu ça. Et alors du coup, alors comment s'organisait ce travail, en fait? Du coup, vous étiez deux, vous avez rencontré tu as rencontré les développeurs. Du coup, explique-nous un petit peu comment ça. Alors, je pense même pour peut-être des gens qui ne connaîtraient pas justement les métiers spécifiques du jeu vidéo. Ouais. Du coup. Oui. Alors, moi, je suis. Alors, petite précision, moi, je suis à Aix-en-Provence. Mon pote qui m'a appelé, et le jeu, c'était à Bordeaux. Donc, j'ai traversé la France pour quelques mois. Donc, je suis arrivé. Le projet était déjà un petit peu lancé, en fait, parce que c'est des jeux qui nécessitent un temps de pré-production assez important. La pré-production, c'est tout ce qu'on fait avant de vraiment se mettre à bosser à fond, c'est-à-dire qu'on prépare plein d'idées pour pouvoir faire des croquis ou écrire des petits bouts de texte qui vont décrire le jeu au mieux, par exemple pour faire des demandes de subvention, simplement pour avoir un peu des sous pour pouvoir développer le truc. Il y avait beaucoup de pré-production, parce qu'ils ont fait des demandes de subvention assez conséquentes. Il y a eu beaucoup de repérage pour les graphismes. Vous avez vu qu'il y a des graphiques super beaux, ça déchire, quoi. Oui, le style d'ailleurs de jeu, peut-être pour situer un petit peu, donc c'est un comment on appelle ça, un roman. Je vais y venir. Ouais. C'est un roman graphique interactif. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ces livres-là, où les livres dont vous êtes le héros, là où vous lisez un truc, vous résolvez une énigme. Selon ce que vous faites, on vous dit allez à telle page.
En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on passe beaucoup de temps à lire. En fait, c'est beaucoup de la narration et de l'histoire. Et régulièrement, vous avez des choix qui se posent à vous, et il faut prendre des décisions, quoi. Donc il y a une histoire qui se déroule, et progressivement dans le jeu, on devient de plus en plus acteur du truc. On prend des décisions, et l'histoire change en fonction de ça. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un jeu à fins multiples. Selon ce que vous faites, vous pouvez avoir plein de fins différentes, et ça invite beaucoup à rejouer, du coup, pour découvrir des pans de l'histoire qu'on n'avait pas lus, ou pour atteindre des fins différentes. C'est pas juste une histoire qui se déroule, en fait, c'est vraiment une histoire dans laquelle on prend part. Exactement. On fait des choix, ils ont des conséquences. Il y a vraiment que le tout début qui est commun à toutes les histoires, quoi, mais selon ce que vous faites, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et donc alors les premiers rendez-vous, comment ça se passe? Donc tu rencontres Alors, ouais, j'ai dû apprendre comment fonctionnait la boîte. Alors j'ai eu du bol, c'était une toute petite boîte, en fait, ils sont 3 à travailler sur des jeux, donc c'est pour ça que c'est des jeux qui prennent du temps. Donc j'ai rencontré tout le monde. Il se trouve que il y a un auteur, un graphiste et un développeur, simplement. L'auteur qui écrit tous les textes, il se trouve qu'il est musicien aussi, donc on s'est très très bien entendu. Il connaît assez bien notre métier finalement, même si lui, il n'est pas allé de ce côté-là sur le plan professionnel. Mais c'est un auteur, mais il sait comment parler à des musiciens, il sait quels sont les enjeux de notre boulot, il sait quelles sont nos contraintes. Donc le contact a super bien marché, et on a pu échanger très très vite, et surtout sans filtre, quoi. Ça, c'est encore un truc qui est un petit peu différent du cinéma. On peut parler de tout. Il y a assez peu de hiérarchie, en fait. Je ne suis pas aux ordres de quelqu'un, en fait, je travaille avec eux, et on est sur le même plan. Et c'est vachement pratique pour communiquer. Et si la communication est bonne, le jeu sera forcément meilleur. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça veut dire que le travail est plus collectif, en fait, Complètement. En tout cas dans cette boîte-là. Ouais. Sur ce Là, pour le coup, c'était collectif. Du coup, ce qu'on a fait pour commencer à travailler, parce qu'il fallait s'y mettre, on a demandé à la boîte de nous donner tout ce qu'ils avaient sur le jeu. Donc on a eu un beau dossier avec des croquis des personnages, des croquis des dessins, des décors, pardon. On a eu un peu de texte aussi, des descriptions des personnages, parce que les personnages, on va en parler un peu après, mais les personnages ont des caractéristiques bien précises, quoi. Enfin, ils viennent de tribus différentes et compagnie, donc il y avait beaucoup de documentation sur leur histoire. Il y avait l'air d'avoir un univers un peu nordique. Ouais. C'est ça. Ça se passe dans. Alors je sais pas où exactement, mais il y a quelque chose d'un peu Écosse et Europe du Nord. C'est complètement fantastique. Hein, il se passe des trucs complètement hallucinants dedans. Donc ouais, la direction artistique est vachement tournée vers ces régions-là, quoi. Et les personnages, du coup, nous ont beaucoup inspirés pour commencer à travailler. Donc on a commencé par composer la musique des personnages, justement. D'accord. Je crois que tu avais préparé un petit schéma pour nous montrer un peu comment fonctionnaient les relations entre les membres de la boîte. De la boîte, ouais. Du coup. La boîte, alors ça s'appelle Novabox. Ils font beaucoup de romans graphiques interactifs. Tout fonctionne autour d'un auteur et un graphiste. C'est les meilleurs amis du monde déjà. Il y en a un qui écrit des textes, l'autre qui fait des décors et des dessins de personnages, et ils communiquent en permanence. Donc en fait, les deux s'influencent mutuellement. C'est eux qui sont autour du projet. Donc vous avez ce graphiste qui dessine des trucs en fonction des textes, et cet auteur qui écrit en fonction des graphismes, parce que c'est hyper inspirant. Pour faire marcher tout ça, il y a un développeur en fait qui vient créer des outils pour que le texte et les images fonctionnent ensemble. Alors, ça, je pense que c'est un point intéressant, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment sur un métier qui n'existe pas dans le cinéma, parce qu'à la limite, un auteur, un graphiste, je pense qu'on peut retrouver le scénariste, ouais. ou du coup un graphiste, dans une équipe de cinéma. Ou le chef opérateur, ouais, ils ont un peu ce rôle-là aussi. Mais développeur, par contre, c'est vraiment spécifique aux jeux vidéo. C'est quelqu'un qui, avec le langage informatique, en fait, avec des lignes de code, va traduire en fait la vision de l'auteur et du graphiste, en fait. Oui, est-ce que c'est un petit peu ça le rôle du développeur ? Il y a une histoire oui, il y a une histoire comme ça, parce que c'est lui qui va développer des outils de gameplay notamment. Donc c'est lui en partie qui a la charge de faire que ça marche, et de faire que ça marche de la bonne manière. Donc c'est lui qui décide comment on va jouer en fait, en partie. Et puis surtout, comme le cinéma, le format est
hyper standardisé, quoi. Enfin, c'est de la vidéo avec du son, basta. Le jeu, vous avez des tonnes de jeux différents et vous avez autant de manières de jouer qu'il y a de jeux en fait. Et c'est pour ça que chaque jeu nécessite un travail hyper spécifique. On peut pas développer de la même manière pour deux jeux qui sont pas forcément oui, c'est-à-dire qu'en fait, si éloignés que ça. La structure que tu nous montres là, justement, elle s'applique pas forcément à l'équipe qui a fait GTA V dont je parlais, par exemple. Il y aurait plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde sur GTA V. D'accord. Et alors du coup, après le développeur, on a d'autres. Il y a vous, ouais. C'est ça? Même avant nous, dans l'histoire, il y a des gens qui sont externes à la boîte, mais qui sont là pour relire les textes, les traduire, parce que le jeu a été traduit en anglais. Je crois qu'il a été traduit en japonais aussi, je suis pas sûr, mais ça a vérifié. Et il y a des gens qui font de la communication. Ça, comme tous les jeux, il faut communiquer dessus si on veut le vendre, surtout que c'est une petite boîte indépendante. Donc ils ont pas, leur nom est pas super connu. Il faut absolument qu'il y ait des gens à la communication. Et ça, c'est des gens externes à la boîte. Et vraiment, eux, ils sont 3. Après, évidemment, nous, on s'est rajouté. Nous, les 2 compositeurs, là, on était là. On a beaucoup parlé avec l'auteur et avec le graphiste aussi, puisqu'il y avait aussi tout un travail sonore à faire pour rendre l'univers un petit peu plus vivant. Donc, quand tu parles de conception sonore, tu parles plus de bruitage, en fait, d'environnement... Ouais. Oui, c'est beaucoup du bruitage. Alors, c'est beaucoup du bruitage, mais... nous, on y a vraiment gagné à travailler ensemble ces 2 mondes-là parce que simplement il y a alors dans le jeu il y a des moments où il y a que du son, enfin du bruitage quoi, et il y a des moments où il y a que de la musique et il y a des moments où il y a les deux. Et quand il y a les deux, il faut absolument que ce soit conçu ensemble parce que ça nous permet déjà de gagner un petit peu de temps et surtout de faire quelque chose de très cohérent. On peut pas avoir 20 000 bruitages en même temps qu'une musique un petit peu costaud et tout. Ça peut desservir le jeu justement. C'est pour ça qu'on travaillait à la fois avec l'auteur et le graphiste, et entre nous, c'était très très important d'avoir ce rapport-là. En fait, c'était un peu la même personne. Souvent sur des jeux, c'est la même personne d'ailleurs, ça arrive, qui fasse la musique et tout le son. Oui, alors c'est ça. En fait, là, on est dans le cadre vraiment d'une équipe de ce qu'on appelle le jeu indépendant, en fait. Oui. C'est ça. C'est du coup effectivement complètement à l'opposé de GTA V, qui serait plutôt un peu l'équivalent des blockbusters en cinéma, en fait. Ouais. Là, on est plus sur du jeu d'auteur, en fait. Oui, c'est un peu ça. Le terme est là, et le terme est à l'écran. Oui. Et donc, du coup, vous avez ces relations-là avec l'auteur et avec le graphiste. Et ensuite, donc concrètement, comment ça se passe? Donc comment est-ce qu'on part de la composition musicale, donc qui reste une activité quand même assez proche de ce qui peut se faire quand on compose pour le cinéma, et comment on va jusqu'à intégrer justement cette musique à cette architecture de jeu qui est quand même interactive, oui. Toujours différente, ouais. Toujours renouvelée. C'est cette notion d'interactivité en fait qui change un peu la donne. Que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, si le mec reste 1h30 dans la même pièce, il faut que tout reste dans la même pièce et que le son et la musique accompagnent ce que fait le joueur en direct. Et ça, c'est des métiers très très spécifiques. En fait, c'est le métier d'intégrateur son, en fait, qui est en relation directe avec le compositeur et le sound designer. Lui, en fait, il a un petit peu le même rôle que le développeur, mais il a besoin d'être musicien aussi, parce que c'est lui qui va programmer la façon dont la musique va interagir avec le jeu, comment elle va s'insérer, comment on va changer d'ambiance, comment on va changer de musique. Donc c'est lui qui crée tous les outils pour inclure tout ça dans le moteur de jeu et dans le projet au final. Alors pour info sur Sears Isle que vous avez vu là, c'est tout le bas du truc, c'était nous, c'était la même personne. Oui, vous étiez tous les deux à la fois compositeur, concepteur sonore et intégrateur. Complètement, ouais. Ça arrive qu'il y ait il y a des structures dans lesquelles l'intégrateur n'est pas le compositeur, ils travaillent ensemble dans ce cas-là. C'est très possible, mais nous, comme le format le roman graphique interactif nous intriguait un peu, on a décidé de tout faire ensemble pour justement avoir le compositeur et l'intégrateur son plus connectés, pour vraiment composer en fonction de ce qu'il y avait besoin d'intégrer et pour mieux comprendre les métiers entre eux, quoi. D'accord. Là, je pense que là, on voit commencer à apparaître un peu en quoi le métier de compositeur de jeux vidéo se différencie un peu du reste. Alors du coup, justement, je pense que ça peut être intéressant que tu nous montres un petit peu des choses. Alors déjà, peut-être, pour parler un peu plus précisément de ce métier d'intégrateur son, de cette notion d'intégration,
sonore, qui peut-être a une notion un petit peu abstraite, je pense, et difficile à comprendre quand on l'aborde pour la première fois, même pour les musiciens. Je crois que tu nous as préparé aussi un petit schéma pour montrer les différents logiciels, parce qu'il y en a c'est ça, un gros paquet, je crois. Ouais, il y a des tonnes de logiciels et ils ont un fonctionnement bien particulier les uns avec les autres. En fait, d'un côté, vous avez tout ce qui est station audio numérique, ça c'est pour la musique. Concrètement, c'est pour Parce la que musique. s'il y en a qui font de la musique ici dans la salle, un petit peu, ouais. Il y a peut-être des noms qui t'évoquent un petit peu quelque chose, ou Fruity Loops, ou ce genre de... Tu utilises quoi, juste par curiosité? D'accord. Voilà, bah ça c'est très bien du coup, et l'étape suivante c'est ça en fait, c'est les logiciels que tu mets sur ton ordinateur, et puis donc ça en fait n'importe quel compositeur peut utiliser ça, c'est pas spécifique aux jeux vidéo en fait. C'est pas du tout spécifique aux jeux vidéo, c'est des logiciels qu'on utilise dans toute la production sonore. En fait, ça peut être pour faire du son, pour faire de la musique, mais n'importe quel type, pour enregistrer de la musique, pour la produire, pour la mixer, c'est vraiment tout, c'est que pour la musique, donc, mais sous toutes ses formes. Oui, d'ailleurs, je vois que on voit Reaper là sur le. En fait, il y a des logiciels qui sont pour certains payants et d'autres qui sont gratuits en fait. Reaper, je crois que la licence, elle est. Donc c'est vraiment des c'est du. Alors Reaper, la licence n'est pas gratuite. Hein. Si on n'en a pas l'usage commercial. Voilà, d'accord, c'est ça le truc. Mais il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Après, il existe aussi des logiciels de musique complètement gratuits. Ça existe. C'est pas le même confort d'utilisation. C'est pas pas forcément les mêmes besoins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs logiciels. C'est parce qu'il y a plusieurs utilisations différentes. Donc il y a vraiment de tout. Pour le coup, il y en a 4, mais en vrai, il y en a des centaines, quoi. D'accord. Et donc. Après ces stations audio numériques, du coup Ça, du coup, c'est ce avec quoi on a travaillé pour composer, nous. De l'autre côté, les développeurs, ils avaient un moteur de jeu. Et alors, eux, ils avaient un moteur de jeu programmé par eux-mêmes parce qu'ils avaient des besoins spécifiques. Mais il y a les gros qui sont Unity et Unreal Engine. Ça, c'est plus difficile à décrire, mais c'est en gros des environnements où on programme le comportement du jeu. En fait, c'est là qu'on apporte toutes les composantes du jeu, que ce soit des graphismes, des sons. En fait, c'est ça, c'est une simplification en fait au lieu d'avoir des lignes de code, en fait, on a des objets. Par exemple, dans le mode 3D de Unity, on peut avoir dans une base de données des chaises, des bonshommes, des avatars qu'on va prendre avec la souris et mettre carrément en fait dans l'univers du jeu, et ça va être fonctionnel tout de suite, ça va marcher très bien. Et d'ailleurs Unity, un peu comme Reaper, d'ailleurs c'est un logiciel dont la licence n'est pas gratuite, tu as raison de le préciser, mais qui est en version non commerciale, est accessible, qu'on peut télécharger, que tout le monde peut utiliser. Complètement, c'est des outils qui sont assez accessibles quand même. Pour vous préciser ce que c'est un moteur de jeu, typiquement quand vous jouez, quand vous lancez votre jeu, c'est ça qui tourne en fond en fait. C'est ce truc-là. Mais oui, effectivement, dans tous les domaines dans tous les domaines de logiciels, il y en a qui ont des licences abordables pour tout le monde, et c'est ça qui permet aussi à tout le monde de se mettre un petit peu à travailler sans forcément s'engager à en faire son métier, quoi. Et donc du coup, entre ces deux types de logiciels, entre les moteurs de jeu donc qui vont servir aux développeurs à créer l'univers du jeu et ensuite aux musiciens à composer la musique, il y a donc les moteurs de son. Les moteurs son, ça c'est justement le logiciel qu'utilise l'intégrateur son en fait. Le moteur son, si vous voulez, ça ressemble beaucoup à un logiciel de musique pour certains, pas tous, mais avec des composantes de programmation. C'est-à-dire, c'est un truc qui mêle un peu les deux. En fait, typiquement dans un logiciel dans un moteur de son, vous importez des fichiers musique qui sont déjà fabriqués et traités par un logiciel de musique. Et ce truc-là va vous les transformer, alors il y a un peu de boulot à faire, mais il va vous les transformer en trucs qui sont compréhensibles par le moteur de jeu. Parce que le moteur de jeu, a priori, vous pouvez lui filer des fichiers musique comme les moteurs de son, mais ils n'auront pas autant d'outils pour les faire fonctionner entre eux ou juste pour les faire fonctionner tout court, quoi. C'est-à-dire que sans ces logiciels, en fait, l'intégration serait rudimentaire, serait un peu archaïque. Exactement. Et grâce à ça, en fait, tu peux organiser de manière un peu plus logique, un peu plus subtile, du coup, la manière dont la musique réagit à l'interactivité. Les moteurs de son, en fait, ils nous permettent d'être plus subtils, d'avoir beaucoup plus de possibilités, de flexibilité. On peut faire des choses plus conséquentes aussi avec, puisqu'ils supportent beaucoup de choses.
Mais le truc le plus marquant qu'on peut faire avec ces logiciels et qu'on ne peut pas faire directement avec un moteur de jeu, c'est de passer d'une musique à l'autre en rythme. Typiquement, vous avez deux fichiers de musique. S'il y a une batterie qui tape le tempo ou quoi, vous mettez ça dans un moteur de jeu pour que ça change de musique en rythme. Si le mec passe la porte, c'est un enfer, quoi. Alors qu'avec un moteur son, tout est fait pour. C'est des logiciels à moitié musique. Donc vous avez des grilles au tempo et c'est hyper simple de dire quand le mec passe la porte, pouf, à la prochaine mesure, je change de musique. C'est une des grandes avancées que ces logiciels permettent. Je vais peut-être montrer à quoi ça ressemble. Oui, bah du coup, allons-y. Alors juste pour petite précision, mais encore une fois, ces logiciels-là, tout comme les autres, tout comme Reaper et Unity, et je crois que Unreal Engine aujourd'hui aussi, c'est aussi des logiciels qu'on peut utiliser gratuitement en fait, ouais. Et qui ne sont payants que en utilisation commerciale. Donc on peut s'entraîner chez soi. Si on a envie et du temps à faire ces choses-là. Alors du coup, oui, je pense que si tu peux nous montrer un petit peu de ton travail sur Searsail. Je vais vous montrer live, peut-être à quoi ça ressemble avant de... Live, celui-là, c'est un truc hyper connu qui sert à faire beaucoup d'électronique, mais moi je fais de la musique de film avec. Ça ressemble à ça. Bon, il y a beaucoup de trucs, mais typiquement vous avez un bouton play, je sais pas si on voit ma souris, un bouton stop, un bouton rec, et vous avez des pistes qui sont organisées de façon horizontale, enfin les unes au-dessus des autres, quoi, avec dedans des sons ou des instructions, et tout se passe comme ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un peu pareil chez Fmod. Fmod, ça c'est un moteur de son, c'est celui qu'on a utilisé pour Searsail. Ça ressemble à ça. Pareil, vous avez un bouton play et un bouton stop, et vous avez les pistes les unes au-dessus des autres, tout simplement. Donc il y a beaucoup de similitudes. Il y a juste toute cette partie-là. Tout ça, c'est des connecteurs logiques, en fait. C'est de la programmation graphique. Si vous voulez, c'est des objets avec lesquels on dit à tel moment il se passe ça, ou quand le mec fait ça dans le jeu, il doit se passer ça dans la musique. C'est ce qui nous permet de programmer le comportement de la musique. Encore une fois, c'est des choses qui se faisaient avant avec des lignes de code, en fait, et avec un travail qui était titanesque, vraiment petit à petit. Et aujourd'hui, ces logiciels, en fait, permettent d'aller beaucoup plus vite. Ouais, complètement. Et de travailler de manière plus instinctive pour un musicien, justement, qui a l'habitude, comme tu le dis, de travailler sur ce qu'on appelle des timelines, du coup, parce que c'est-à-dire que ça suit le cours du temps, c'est-à-dire qu'on a le début du morceau à gauche et puis la fin du morceau à droite. Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait que ça soit organisé en timeline, ça permet aux musiciens d'un petit peu mieux appréhender cette organisation logique. Bah, typiquement, nous, on s'y connaissait bien en logiciel de musique, mais voilà, Fmod qu'on a utilisé, on a pu l'appréhender très très vite en fait. On a compris très très vite comment ça marche, et puis c'est assez accessible en fait. On peut apprendre à s'en servir dans sa chambre sans forcément de formation. Enfin, c'est relativement accessible quand on vient de la musique en tout cas. Wwise est un petit peu plus complexe. Wwise, c'est un autre moteur de son qui a un fonctionnement. Alors sous le capot, ça marche un peu pareil, mais en apparence, c'est très très différent. Ça se programme pas vraiment de la même manière. Et puis, j'ai pas de capteur d'écran. Mais c'est une structure en arborescence en fait, un petit peu comme l'arborescence des vieux Windows 98. Oui. Avec les arbres. Visuellement, c'est logiques. très différent. Typiquement, l'interface de Wwise, elle permet pas un apprentissage facile quand on est tout seul, quoi. C'est un peu plus rebutant, c'est moins drôle, mais ça marche au moins aussi bien, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu d'une session Ableton Live ? Ouais, peut-être. Donc ça, je vais vous montrer un truc qu'on a composé pour le jeu. Si, c'est vrai. Ouais. Alors, que je vous embrouille pas trop avec tous ces trucs. Alors déjà, quand tu es face à ça, en fait, comment tu composes en fait ? Parce que c'est vrai que là, on a le logiciel sous les yeux, mais là, je vois que tu as un clavier sous les doigts. En fait, ton clavier est relié en fait au logiciel. Comment ça se passe ? Alors, oui. Moi, je fais. C'est un peu comme on veut chez les compositeurs. Tout le monde a sa façon de composer. Moi, je travaille beaucoup au piano d'abord, parce que c'est mon premier instrument, quoi, simplement, je pense. Puis ça me permet de vite tester des mélodies avec des accords pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, je joue en regardant les images. Typiquement, voilà. Alors après, j'en viens à faire tout ce truc avec beaucoup de pistes. Mais en gros, c'est la même chose. Hein, vous avez les pistes les unes au-dessus des autres. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, si on lit bien. Il y a de la clarinette, du violon, de l'alto, du violoncelle. Voilà. Et ça vient après le piano en fait. Donc là, il y a beaucoup d'instruments, mais alors ce ne sont pas des instruments
enregistrer forcément, ça peut être aussi des instruments virtuels en fait. Ouais, exactement. Ben là, ce piano, c'est un instrument virtuel. Alors, il y a des instruments qui sont enregistrés. Tout ce qui est clarinette, violon, alto, violoncelle, ça c'est enregistré. Par contre, les pianos, du coup, sont des pianos comme celui-là, quoi. Des trucs, enfin des samples de piano qui ont été samplés sur des vrais pianos, mais qui sont mais que tu peux jouer avec qu'on peut jouer avec ton clavier. Qu'on peut jouer comme ça. On a fait ça pour les pianos, le hang aussi, et tout ce qui est les percussions, parce que ça se retranscrit hyper bien. Par contre, si vous prenez des faux violons, typiquement, ça va sonner un peu moins réaliste. Par contre, tout ce qui est les pianos et les sons percussifs, ça marche bien. Donc, on s'est permis de faire ce mélange-là. Ça nous coûtait un petit peu moins cher, et puis, mais ça garantissait quand même une qualité sonore correcte, quoi, avec des vrais musiciens qui jouent de vraiment. Qualité. Ouais. Et alors ça, je pense que c'est un point qui est intéressant aussi, qui est pour le coup qui ressemble un petit peu au problème que peuvent avoir les compositeurs de musique de film, c'est le budget en fait. Ouais. C'est que du coup l'instrument virtuel, il y a de plus en plus de très bons instruments virtuels, et pour une raison simple, c'est que du coup effectivement ça coûte moins cher en fait que d'enregistrer un instrumentiste qu'on fait venir parfois de loin. Et pour des sessions d'enregistrement qui peuvent prendre beaucoup de temps, du coup. Oui, il y a ça. Il y a aussi le confort de la souplesse, en fait. Simplement, quand on travaille avec des instruments virtuels, par exemple, bon, je vais vous montrer ça très très vite. Si je joue un truc, typiquement, j'ai fait ce truc-là, je peux le rejouer tant que je veux. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est du MIDI. C'est ça, c'est un langage de... C'est les notes que je viens de jouer qui sont retranscrites telles qu'elles ont été entendues par l'ordi. Le truc cool, c'est que si, par exemple, si le réalisateur du film pour lequel je bosse ou les concepteurs du jeu vidéo, ils aiment pas mon truc, ben, je peux toujours venir et dire, tiens, en fait, je vais jouer plutôt comme ça. Voilà, parce que ce sera plus joli. Je suis hyper souple, en fait. C'est hyper malléable, en fait. Ça me permet de faire des modifications très très vite. Tu pourrais même changer d'instrument en fait à la volée en fait. Complètement. Mettre un violon ou mettre une harpe à la place de. Oui, alors c'est légèrement plus compliqué. C'est un métier aussi l'orchestration, mais effectivement je peux changer des trucs et faire écouter tout de suite à quoi ça va ressembler. J'ai pas besoin de faire revenir mon pote violoniste pour qu'il réenregistre la même partie avec une note qui change. Typiquement, ce serait hyper fastidieux et hyper cher, quoi. Les instruments virtuels permettent cette souplesse-là. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu un exemple de musique qu'on retrouve dans Sirzail, un morceau oui. Peut-être Alors ça, c'est une session d'enregistrement. C'est celle où on a enregistré tous les petits bouts de musique qui correspondent aux musiques d'un des personnages du jeu. C'est une femme guerrière qui s'appelle Freya. Honnêtement, c'est le personnage le plus cool du jeu. Donc on lui a fait, alors elle a toute une musique, elle a un thème musical. Un thème musical, ça va peut-être. Un thème musical, c'est une mélodie qu'on associe à quelque chose et qui revient à chaque fois qu'on revoit ce quelque chose. Par exemple, un personnage, vous avez une mélodie qui lui est associée. Si vous entendez, enfin, si on arrive à l'associer, ça c'est une technique qui nous vient du cinéma. Hein. Si on associe la musique au personnage, à chaque fois qu'on va entendre la musique, on va penser au personnage. Enfin, c'est des petites mécaniques comme ça. Donc un thème musical, typiquement celui de Freya, on a pu le décliner en plusieurs versions pour que ça sonne plus joyeux, plus triste, juste pour exprimer des émotions différentes. Du coup. Alors, si je vous le joue au piano, le truc tout simple, c'était ça. Typiquement, c'était ça, et on a pu l'enregistrer avec plein de versions différentes. Donc, attention les oreilles. Là, il y a tout le monde qui joue en même temps. Hein. Et du coup, je vous fais une autre version aussi pour entendre la différence. Voilà, c'est exactement la même mélodie. Les accords sont très très proches.
Les accords sont vraiment très très proches, c'est quasiment la même chose, mais on a changé le tempo, un peu le rythme, les instruments. En fait, on a changé l'orchestration et on arrive comme ça à donner des teintes un peu différentes. Ça nous permet d'exprimer des émotions différentes en fonction de ce qui se passe dans le jeu, par exemple, ou en fonction de ce qui arrive au personnage. Parce que c'est un jeu où c'est beaucoup de lecture, mais enfin les personnages vivent beaucoup de trucs. Il se passe vraiment beaucoup de choses et en fait, on a besoin d'avoir une palette d'émotions assez large. Donc on a fait donc tous les petits blocs que vous voyez, c'est plein d'émotions différentes qu'on a essayé de retranscrire pour ce personnage en particulier. Il y avait 5 personnages, donc il y a 5 fois ça à peu près, plus des musiques qui correspondent à des moments plus précis du scénario et qui sont un peu spécifiques à des scènes en particulier. Donc au final, il y a eu quand même pas mal de musique. Du coup, ça a l'air de demander peut-être presque plus de volume de travail en fait que de la musique de film. En fait, pour un même thème, il faut le nombre suffisant de versions pour pouvoir s'adapter à tel et tel environnement, tel et tel choix, suivant la structure du jeu. Alors, cette question est toujours un peu compliquée parce que c'est difficile dans un jeu vidéo de déterminer combien on a fait de musique. Pour une raison toute simple, vous avez le film, si vous faites un film, votre film dure 1h30, vous pouvez compter les temps de musique, c'est fixe, quoi. Dans un jeu vidéo, nous, on sait que par exemple, moi je suis un lecteur hyper lent, je lis vraiment à 2 à l'heure, donc jouer à ce jeu, ça me prend 6 heures. Il y a des gens, ils jouent en 2 heures. Donc on n'entend pas la même quantité de musique. C'est une des premières réflexions qu'on s'est faites avec Camille, avec qui j'ai travaillé. Moi qui mets 2 heures à lire 2 pages d'un livre, j'ai besoin que si je prends mon temps pour lire, la musique soit pas hyper chiante en fait. Donc j'ai besoin que ça change et que, par exemple, si j'entends, alors j'ai les oreilles un petit peu sensible parce que je suis musicien, quoi, mais si j'entends 2 fois exactement la même chose, je vais me dire ah tiens, on est repassé au début de la boucle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plein de variations. Enfin, le moteur son nous a permis de faire des variations et d'inclure des trucs un peu aléatoires dans la musique, ce qui fait qu'on n'entend jamais vraiment 2 fois la même chose. Donc au final, même si mis bout à bout il y a 1h30 de musique, en fait on peut écouter peut-être 5 heures sans entendre vraiment 2 fois la même chose. Donc c'est hyper compliqué à quantifier. Par contre, en termes de boulot, il faut beaucoup plus de temps que pour une musique de film. Alors du coup justement, est-ce qu'on peut passer un peu sur le moteur d'intégration ? À moins qu'il y avait autre chose que tu voulais nous montrer sur Ableton ou... Non, c'est à peu près tout sur Ableton. Après on peut rentrer dans des détails, mais si, je veux juste vous montrer un dernier petit truc sur ce qu'on a entendu au début, par exemple, qui est là. Ça, typiquement... Je peux m'arrêter là. Ça, c'est une phrase musicale, en fait. Pardon, je appuie sur le pied. Et vous voyez que tous mes instruments sont un peu découpés en blocs. Ça, c'est encore une spécificité de la musique de jeux vidéo. Je suis obligé de les découper en blocs pour une raison très simple, c'est que si le lecteur, pour le coup, il lit plus vite que moi, il peut très bien passer à la suite de l'histoire à ce moment-là de la musique. Ça peut arriver à n'importe qui, puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps le mec va mettre pour lire. Donc il pourrait très bien y avoir besoin de changer de musique à ce moment-là. Et pour répondre à ce besoin, j'ai été obligé de découper ma musique en plein de petits blocs. Donc en fait, chaque phrase musicale a été exportée séparément pour pouvoir être importée dans le moteur de jeu. Et ça, je peux vous le montrer directement dans le moteur de jeu. Ce sera peut-être plus intéressant à vous voir. Alors donc là, on va passer sur F-Mode. Là, on repasse sur F-Mode que vous avez vu tout à l'heure. Alors, il faut juste que j'active du son, sinon on va avoir des problèmes. Tac. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est toujours organisé pareil. Vous avez les pistes les unes au-dessus des autres. Alors là, sur ce morceau-là, on avait moins de petits bouts de musique. Il y avait quand même des gros bouts, mais il y a des passages où il y a quand même des petits bouts. Genre tout ça, là, c'est des petits bouts de musique qu'on a exportés séparément pour ce besoin d'interactivité dont je viens de vous parler. Et alors, ce que fait ce logiciel-là, en fait, c'est là que se passe toute la logique du jeu. Donc en fait, nous, on a importé nos échantillons de musique là-dedans qu'on a produits avec le logiciel qu'on a vu avant. Et ce logiciel-là va recevoir des informations du moteur du jeu. Donc en fait, à chaque fois que le joueur fait un truc ou atteint un palier, ça va être retranscrit dans ce logiciel, avec ces petits paramètres que vous avez là, ces petits potards qui sont gradués
En fait, typiquement, ça c'est un autre morceau. Et voilà, et donc là on est dans une première section qui tourne en boucle tant que le lecteur n'a pas atteint une certaine page du jeu. Donc on peut laisser tourner, ça peut durer 1h30, et c'est uniquement quand moi je l'aurai décidé que le truc va passer à la section suivante. Je vais pas vous le faire jusqu'au bout, mais en gros le principe c'est que par exemple si le jeu m'envoie une valeur, alors il nous envoie des valeurs numériques, il nous envoie des chiffres en fait qui correspondent chez nous à des sections. Je sais plus exactement laquelle c'est, si c'est pas 4 c'est 5. C'est 5. Donc là, ça a recommencé du début. Là ça a repris en boucle. Là j'ai des pistes qui sont rajoutées par-dessus, parce que j'ai rentré la valeur 5 et c'est à ce moment-là que ça devait switcher quoi. Si mon lecteur il finit de lire cette partie de l'histoire, à n'importe quel moment, je peux passer à la section suivante. Voilà, c'est quand je l'ai défini, mais là, c'est au trait vert que ça passe au truc suivant. Et vous voyez, la transition musicale, elle est quand même relativement fluide. Donc là, le lecteur a fini de lire une page, en fait, et donc la musique devient un petit peu plus... La musique se calme petit à petit, en fait, jusqu'à tomber dans une autre section où on va attendre que le joueur ait encore dépassé un palier. Par exemple, là, voilà, j'arrive au bout de la musique, ça va tourner en boucle. Et là, voilà, vous pouvez partir boire un café, ou ça va juste attendre qu'il se passe quelque chose. Partez pas. Et si le jeu m'envoie encore une autre valeur qui correspond à une autre page du jeu, D'accord, là on a complètement changé d'ambiance. Voilà, c'est une autre partie c'est qui la démarre en suite. fait, et le moteur son s'adapte à ce qui se passe dans le jeu. Typiquement comme ça. Et en fait, on est passé à la suite, mais en fait, ça aurait pu être éventuellement une autre suite. Il y a peut-être une autre version de... Exactement. C'est le principe dans ces jeux vidéo-là, c'est surtout celui-là spécifiquement où il y a des fins différentes. Vous avez forcément des embranchements au niveau du scénario. Donc il y a un moment où l'histoire est toujours la même, et puis vous avez un choix à faire, et puis vous pouvez partir dans deux directions scénaristiques complètement opposées. Et donc ça existe aussi dans la musique qu'on a écrite. Typiquement, là vous avez entendu un petit bout de percussion qui introduit un petit bout de musique assez court, un thème en fait, encore une fois. Mais par exemple, ce moment-là, on peut avoir différents thèmes en fait en fonction de ce qu'on a choisi ou en fonction de ce qui s'est passé dans l'histoire. Vous avez ce violoncelle qui joue une mélodie, mais si j'avais rentré une autre valeur, on aurait pu avoir une autre mélodie encore. Donc du point de vue de la structure et de la forme, c'est relativement la même chose, mais le contenu change en fait. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu. La structure de l'histoire est globalement la même si plus on s'approche de la fin, plus ça peut changer potentiellement, mais c'est le contenu qui change beaucoup, c'est le contenu de l'histoire, donc nous on fait changer le contenu de la musique en fonction de ça. Donc en fait, là où le cinéma aurait une scène qui se déroule de telle manière avec la musique qui lui correspond, en fait, là, il faut vraiment composer en se disant, il y a combien, 4 personnages 5 personnages. Donc en fait, il y a non pas une scène qui va se dérouler de telle manière, mais en fait 5 scènes possibles. Donc le joueur va en choisir une, il va en vivre une, mais mettons qu'il recommence à jouer le lendemain ou le surlendemain avec une autre partie, un autre personnage, là ça va être une autre scène. Et ouais. En tout, il faut pour toi il faut que tu en composes 5 en fait. Il faut que j'en compose 5, et puis si le mec choisit la première, mais qu'après il a encore un autre choix, il va encore avoir plusieurs possibilités, donc c'est exponentiel en fait. D'accord. Donc il faut que je prévoie le coup où le mec choisit absolument n'importe quoi. Il y a plein de possibilités. Mais ce qu'on trouvait vraiment intéressant dans cette approche, c'était d'impliquer le joueur encore plus, parce qu'au bout d'un moment en fait en jouant on sent qu'il y a des corrélations entre l'histoire et la musique qu'on entend, et nous on voulait vraiment que le joueur soit au courant, même si les changements musicaux sont fluides, on voulait que le mec comprenne que ses choix ont une importance dans le jeu en fait, parce qu'on peut arriver très très vite au constat que on fait des choix, on clique sur des trucs un peu au hasard, puis l'histoire suit son cours. En fait dans ce jeu là non, ce côté là est très très travaillé, c'est pour ça qu'il y a un auteur qui fait ça à temps plein, et on voulait que ce soit retranscrit dans la musique aussi.
Donc à chaque fois qu'on fait des choix, c'est souligné par la musique. D'accord. En fait, la musique te donne des informations au même titre que le texte, en fait, et que, que ce que tu vois à l'image, quoi. Complètement. Ça arrive que... alors là, on va rentrer dans des notions de rapport musique-image un peu avancées, mais quand vous voyez quelque chose qui se passe à l'écran, ou que vous lisez quelque chose dans une histoire, la musique peut s'adapter à ce truc-là. Donc vous avez l'événement visuel et l'événement auditif qui se passent en même temps, vous faites la corrélation, ça va. Après, une fois que vous avez ce truc-là, vous pouvez très bien lancer la musique qui annonce quelque chose un petit peu avant l'image, et ça nous arrive de le faire dans le jeu justement, pour préparer le joueur ou le spectateur à ça. Ça arrive dans les films aussi, hein, quand vous avez une musique stressante alors qu'il ne se passe pas spécialement de trucs, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un problème, à ce qu'il y ait quelqu'un qui meurt typiquement. Et ça arrive dans le jeu aussi. Nous, en musique, on arrive de temps en temps à donner cette impulsion qui annonce quelque chose qui va se passer dans l'histoire. Et c'est fait en fonction des choix précédents du joueur. D'accord. Donc ça, c'est aussi des mécanismes qui viennent en fait un petit peu du cinéma, mais qui du coup sont un petit peu renouvelés par le jeu vidéo. Complètement. C'est des trucs qui sont très très communs avec le cinéma, ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu des extraits du jeu, en fait? Oui, ouais. Oui, tiens, pour vous... Donc là, on est passé d'abord par Ableton Live, donc dans lequel la composition a été effectuée. Donc en plus, comme tu le précisais, elle se fait en fait vraiment avec le jeu en tête et avec l'interactivité en tête. Donc en fait, la musique est presque influencée par cette notion d'interactivité. Complètement. Ouais. Ensuite, donc, elle rentre dans F-Mode, là où vous l'organisez pour qu'elle puisse être intégrée au jeu. Ouais. Et donc là, on va la voir donc du coup dans le jeu. Ouais. Donc là, je vais jouer au jeu en direct dès qu'il voudra bien se lancer. Vous allez voir comme ça à quoi ça ressemble en termes de gameplay. Et je vais vous montrer comment la musique s'adapte à ce que fait le joueur. Donc je vais continuer. Donc là, c'est de la musique à l'image classique, hein. Il y a un personnage qui joue de la flûte, on a joué de la flûte aussi. Donc vous avez du texte à l'écran. Je vous laisse pas trop le temps de lire, mais il y a beaucoup de texte. Vous voulez lire, il faut le jouer. Il faut y jouer. Donc là, vous voyez, il y a du son aussi. C'est nous qui avons géré tout ça. Et le rapport entre le son et la musique est très très important aussi. Il ne faut pas qu'il y ait tout en même temps. Par exemple, pour ce passage qui est très intime et très très vide, il fallait qu'il y ait, nous on voulait qu'il n'y ait que du son. Donc voilà, ça c'est un choix. Alors là, il se passe quelque chose d'important. Donc elle parlait à l'autre personnage qu'on a pu voir tout à l'heure, ouais. C'est ça? Oui, c'est qu'elle a joué de la flûte. On a le choix d'être content et reconnaissant ou pas. Moi, je suis pas très reconnaissant. Je trouve qu'elle est pas très. Du coup, alors on peut être on peut adopter des caractères très différents quand on joue à ce truc quand même. Il ne faut pas avoir peur des choix qu'on fait. Alors ce choix-là n'a pas été souligné par la musique, parce qu'on considère que c'est pas forcément hyper important de souligner tous les choix, évidemment. Je vous passe un petit peu, parce que là ça risque de vous spoiler un petit peu l'histoire. Là on a un thème. Ouais, je vous l'accélère, parce que c'est pas le passage qui nous intéresse. Et puis c'est des trucs de l'histoire assez importants, donc si jamais vous y jouez un jour... je vous spoile pas l'histoire. On va pas tarder à arriver au passage que vous avez écouté juste avant dans F-Mode. Normalement. Voilà, ça c'est ce qu'on a entendu dans F-Mode tout à l'heure. Ça c'est la première boucle où je vous ai dit qu'on peut attendre 1h30, ça tourne tant qu'on passe pas à la section suivante. Voilà, là, nous, cette image, elle nous plaisait beaucoup, on voulait la souligner par la musique. Donc c'est là, typiquement, quand on arrive sur ce truc, on a rajouté des percussions et des instruments en plus pour amplifier un petit peu l'émotion de ce truc-là. Voilà, donc la nuit est passée. Là, c'est le matin. Ça va vite être un peu la panique. Voilà, et là, typiquement, je suis un des personnages et j'ai le choix d'en réveiller un des 4 autres. J'ai besoin d'aide, il faut que je réveille quelqu'un, j'ai le choix. Donc là, c'est vraiment votre caractère qui va ressortir selon ce que... Moi, j'aime beaucoup Freya, je vais réveiller Freya. Écoutez bien la mélodie qui va se jouer. Là, par exemple, c'est un choix qu'on a décidé de souligner par la musique, parce que ça nous paraissait vraiment important à ce moment-là.
selon ce qu'on choisit. Voilà. Et du coup là on est encore, on va peut-être pas jouer trop longtemps, mais là musicalement on est dans une boucle encore, un truc qui tourne et qui change que si le jeu avance en fait. D'accord, où tu pourrais rester en fait sur l'image et puis la musique. Ouais, mais là du coup c'est le moment où ça se fait. Ok, on va rester là pour le jeu alors du coup. Donc du coup, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience en fait? Qu'est-ce que ça t'a un petit peu appris des choses sur le métier en fait de compositeur de jeux vidéo? J'en tire énormément de trucs. Alors déjà je connaissais pas du tout ce format de jeu, donc j'ai appris que ça existait, puis j'ai appris à jouer à ces jeux-là. J'étais très content. Après, avec la quantité de travail qu'on a abattu, surtout dans des métiers très différents, au final, on a assumé plein de rôles différents pendant la création de ce truc. Donc, on a appris déjà à être très exigeant avec nous-mêmes. Parce que c'était la première fois qu'on produisait des maquettes dans notre studio et qu'on les présentait à quelqu'un dont la décision allait être hyper décisive pour nous, quoi. Donc on avait vraiment besoin de mettre la barre très haut quand on composait. On avait besoin de faire des trucs vraiment nickel, quoi, pour que ça plaise aux gens avec qui on travaillait. Et il fallait surtout produire beaucoup de musique, quoi. Il y avait vraiment il y a énormément de musique dans ce jeu, et donc il fallait qu'on soit super bon, quoi, du début à la fin. Et donc on a appris à être très exigeant avec nous-mêmes. On a appris aussi à se regarder en face, quoi. Travailler à deux, c'est pas hyper facile. Je sais pas si vous avez déjà travaillé en groupe, mais c'est selon les métiers, surtout dans les métiers artistiques, j'ai l'impression que c'est pas toujours simple. Nous, on a eu des périodes très compliquées où on s'est engueulé plusieurs fois sévèrement. Et au final, on a produit un truc qui nous plaît à tous les deux, on en est fiers. Et c'était beaucoup de remises en question, quoi. Souvent, c'était sur des choix qu'on faisait sans y réfléchir. Par exemple, si on prenait des décisions à la va-vite, on était du genre à s'engueuler parce qu'il fallait réfléchir et justifier tout ce qu'on faisait, au moins pour nous-mêmes, pour être au clair avec nous-mêmes et pour présenter un truc dont on est fiers tous les deux. Donc le travail à deux, c'est aussi un gros pan de ce qu'on a appris dans ce jeu. Après, sur le métier en lui-même, on a appris beaucoup de choses aussi, puisqu'on a composé la musique, on l'a orchestré nous-mêmes, donc on a appris à orchestrer aussi un peu en faisant ça. Typiquement, il y a des trucs qui sonnaient bien, des trucs qui sonnaient pas du tout, et là il fallait comprendre pourquoi et corriger derrière. On a appris à améliorer dans l'enregistrement de musiciens, donc on a organisé des séances d'enregistrement avec un quatuor à cordes, une clarinette basse, une flûte, plein d'instruments qui font pas du son de la même manière, donc il faut toujours essayer de comprendre comment ça marche pour placer les micros au bon endroit, avec les bons réglages pour être sûr d'avoir vraiment le son qu'on cherchait à faire. On a enregistré tout ça, on a dû nettoyer tout ça, mixer tout ça. C'est aussi des métiers qui prennent pas mal de temps et pas mal de ressources. Il faut être concentré en permanence en fait. Et quand on est concentré tout le temps à écouter des trucs, on fatigue vite. C'est quand même, c'est pas du sport, mais enfin, ça reste des trucs sur le long terme qui sont fatigants. Et puis on a appris aussi à intégrer en fait le Fmod là que vous avez vu qui est là. C'est très joli, c'est très intuitif, mais on a mis la barre très haut sur l'intégration aussi. Donc on s'est retrouvé face à des problèmes d'intégration auxquels on n'avait pas forcément pensé au début. Et là on était un peu acculé en fait. On s'est dit on avait prévu de faire ça, on a composé comme ça pour que ça marche. Et on ne sait pas comment le Vous avez pris un mur une fois arrivé dans Fmod. Voilà, nous, on s'est retrouvé un peu comme ça devant le truc, mais on s'est dit de toute façon il faut le faire, il faut que ça fonctionne. Donc de temps en temps on a dû trouver des espiègleries pour que ça finisse par marcher. Et puis des fois on a juste lu la doc et on a appris des tas de trucs sur comment marchait le logiciel. Ça arrive aussi, c'est de la documentation un peu conséquente, donc il faut vraiment lire beaucoup. Et donc on a appris aussi pas mal de trucs sur le métier d'intégrateur. Et le dernier gros truc qu'on a appris, c'est vraiment sur le plan humain. Parce qu'on a travaillé avec une équipe qui était à peu près de la même taille que nous. Et c'était dur. Au début, c'était super dur, même si on s'entendait bien avec l'auteur, parce qu'il est musicien aussi, et puis le graphiste, parce qu'on admire vraiment beaucoup son travail.
Il y a des fois où on doit se dire des choses en face, mais ça fait pas toujours plaisir à entendre, enfin on en est conscient, surtout que c'est globalement la production de jeux vidéo et de films, c'est un peu pareil, il y a des moments où on rush, quoi. Il y a des moments où on n'a pas le temps, il faut faire beaucoup de choses en peu de temps, donc on est stressé évidemment. Et donc c'est vraiment pas le moment pour dire des trucs qui plaisent pas. Mais il faut quand même pour le bien du jeu. Donc on a appris beaucoup de choses sur le plan humain et sur les relations sociales qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Par exemple, il y a eu une période où on a eu un moment un peu difficile avec l'équipe du jeu. C'était un peu bizarre, il y a un espèce de malaise au milieu de l'équipe et on savait pas trop comment gérer ça, on a dû faire avec, on a dû finir le jeu comme ça, et puis finalement la situation s'est débloquée, on travaille encore avec eux pour un projet qu'ils sont en train de faire maintenant, puis pour des projets qu'ils feront plus tard. Donc on a eu beaucoup de choses à gérer sur ce plan-là aussi, c'est un truc auquel on s'attendait pas du tout, parce que Camille et moi on s'entendait plutôt bien, le travail fonctionnait quand même pas trop mal, quoi. Ça s'améliore au fil du temps, mais ça marchait bien déjà notre relation. Et du coup avec l'équipe on a appris à gérer ce truc-là qui était indispensable, quoi. Et finalement, globalement tout s'est bien terminé parce que comme tu dis, vous allez continuer à travailler avec eux et puis le jeu, vous êtes plutôt content du résultat du coup, ouais. de ce que vous avez fait, de ce que le reste de l'équipe a fait. Ouais, on est hyper fiers de ce jeu. Alors au passage, il a remporté plusieurs prix dans des festivals de jeux indépendants. Donc on en est très très fiers. On est content de ce qu'on a produit dessus. Alors on sait qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées sur la musique, hein, forcément. Il y a des périodes où on n'a pas forcément eu le temps le loisir de passer autant de temps qu'on voudrait sur des détails. Mais on en est conscient. On sait ce qui peut être amélioré et ce qui est relativement pas trop mal quand même. Donc on arrive à savoir où on en est et ça fait qu'on est content de ce qu'on a fait, même s'il y a des moments où c'est pas parfait. On est très content du truc, mais on est content du projet globalement parce que c'est comment dire, c'est un truc, typiquement si on n'avait pas vu les graphismes, on n'aurait pas fait cette musique-là. Si on n'avait pas lu les textes, on n'aurait pas fait cette musique-là. Moi, il y a des fois où j'ai lu des textes qui n'étaient pas du tout intégrés dans le jeu, où on avait juste un fichier texte avec des lignes de dialogue, quoi. Et des fois, juste en lisant, j'étais super concentré, puis je pleurais parce que c'était tellement touchant ce qui se passait dans le jeu. Et on avait besoin de ce moteur-là aussi pour sortir cette musique-là, quoi. Donc vous êtes vraiment découvert aussi en tant que compositeur, vous avez découvert des choses que vous soupçonniez pas. On a découvert des trucs dans notre sensibilité, dans notre rapport à la narration et aux histoires qu'on peut nous raconter. Mais on a compris que les graphismes et le texte nous inspiraient vraiment beaucoup. En fait, la musique n'aurait pas été la même si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, par exemple. D'accord, je trouve que ça fait un bon retour au début de notre intervention du coup sur la notion d'image. On revient un petit peu aussi aux émotions du cinéma finalement. Ouais. Donc du coup, avant de conclure cet entretien, du coup, est-ce qu'il y a des questions du coup parmi les membres du public? Oui. Non, Est-ce que le jeu existe sur mobile? Est-ce que le jeu existe sur mobile? Il n'est pas sur mobile. Pour l'instant, il est que sur Mac, PC, Linux. En ce moment, il y a un portage qui est en train de se faire pour qu'il fonctionne sur Switch. Et sur mobile, a priori, ce sera disponible plutôt l'année prochaine. Mais c'est prévu. En fait, ces jeux-là se prêtent aussi au format mobile, puisque il y a juste à cliquer, quoi. Donc c'est relativement pratique, mais comme vous vous souvenez, les moteurs de jeu, là, Unity, Unreal, eux, en fait, ils ont un moteur fait maison, qui est un peu particulier et qui fonctionne d'une manière un peu différente, qui fait que c'est compliqué de faire des jeux mobiles avec ça. Mais comme ils vont tout porter sur Switch, sur Unity et tout, il y a des ponts qui vont se faire et ça sortira sur mobile à terme. Voilà. D'autres questions? Oui. Si j'ai bien compris, la musique s'adapte en fonction du choix du joueur dans ce jeu-là. Est-ce que c'est un modèle récent dans l'histoire du jeu vidéo ou est-ce que peut-être la musique est davantage calquée sur le cinéma ou dans le jeu vidéo? C'est une bonne question, mais c'est une question complexe en fait. Pas tant, puisque quand on jouait sur Super Mario sur la NES, quand on était dans le monde
Dehors, il y avait la musique de dehors. Quand on était dans l'Underworld, il y avait la musique de l'Underworld. C'était plus rudimentaire, mais enfin, ces mécaniques-là existent quand même depuis super longtemps. En tout cas, l'idée que la musique change en fonction de ce qui se passe, elle existait déjà depuis longtemps, quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que il y a quand même effectivement un creux de la vague justement avec l'apparition du CD, c'est-à-dire que au moment où la musique peut être enregistrée en jeu vidéo, donc avec cette fameuse PlayStation et les CD sur PC, il y a du coup moins de place en fait pour l'interactivité à ce moment-là. C'est-à-dire que les logiciels qui permettaient comme tu le dis pour Super Mario en fait de s'adapter vraiment aux univers, en fait ces outils-là ont eu moins de place au moment où on a commencé à mettre de la musique enregistrée qui prenait beaucoup plus de place sur le support, et ça s'est perdu, et en fait c'est en train de revenir en fait aujourd'hui avec ce que tu fais avec ces logiciels-là qui permettent de... Mais effectivement c'est très très dépendant de la technologie qu'on utilise. En fait, c'était tout à fait possible sur des Mario, sur NES, parce que la façon dont la musique était jouée, c'était complètement différent. Ça ressemblait un petit peu à ce que je vous ai montré avec le piano enregistré, là, qui permet de changer des notes. C'était du langage MIDI ça à l'intérieur des processeurs, ils utilisaient le MIDI. C'était des instructions, en fait, qui disaient juste démarre telle note, arrête telle note, joue tel truc, joue pas tel truc. Et c'était quand même plus souple que la musique quand elle est arrivée sur CD. Effectivement, donc le bond technologique a fait que on a perdu des trucs et puis on les a rattrapés en développant des trucs avec des logiciels plus poussés et plus de temps et plus de budget aussi. D'autres questions? Allez-y. Hein. Non, pas du tout. C'est un jeu de rôle. Dans quel sens un jeu de rôle? Oui, alors non, c'est pas exactement ça, dans le sens où tu es quand même légèrement plus contraint que dans un jeu de rôle. Si tu veux, quand tu dois faire des choix, les choix sont quand même... il n'y en a pas des tonnes non plus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites. Et le jeu, je crois qu'il y a une dizaine de fins différentes. Tu peux pas avoir plein de fins de parties différentes non plus, c'est limité à 10, quoi. Mais il y a des détours. Dans l'histoire, tu peux prendre plusieurs embranchements qui, eux, ont des embranchements qui peuvent se rejoindre ou avoir d'autres embranchements. Mais en termes de prise de décision, tu es quand même un peu limité par ce que te propose le jeu, donc ça s'éloigne un peu du jeu de rôle dans ce sens-là. Il y a deux questions, peut-être monsieur d'abord. Des styles de jeux différents. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que déjà tu peux choisir les jeux sur lesquels tu travailles, ou est-ce que tu es dépendant de la demande en fait? Alors, c'est un petit peu le... ça, c'est une drôle de question parce que en fait, il y a assez peu enfin, c'est compliqué d'être compositeur de musique de jeux vidéo. Du coup, on accepte un petit peu ce qu'on nous propose la plupart du temps. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a proposé que des projets que je surkiffe à mort, quoi. Du coup, j'ai beaucoup de chance. Alors après, pour les projets futurs, alors comme j'ai dit, je retravaille avec ces gens-là qui font un autre roman graphique interactif, mais alors le gameplay est le même, mais l'histoire se passe aujourd'hui à Bordeaux, quoi. Donc c'est très très moderne comme approche, c'est vachement plus actuel, et la musique c'est globalement du gros rock qui tâche un peu. Donc musicalement, ça va changer beaucoup, mais la façon dont ça va être fabriqué, ça se ressemble vraiment. À côté de ça, je vais travailler bientôt sur un jeu qui sera plutôt mobile et qui est plutôt une espèce de puzzle game avec quand même une dimension narrative un peu importante. Donc là, la musique sera un petit peu à mi-chemin quand même. Ce sera de la musique plutôt moderne, mais avec des instruments un peu ésotériques et une atmosphère plutôt poétique, quoi. Et le gameplay du coup sera différent parce que c'est vraiment du puzzle sur mobile, c'est un truc auquel on peut jouer un peu partout et la musique n'a pas la même place dans ce jeu-là. Typiquement les jeux sur mobile, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à couper le son, genre, si on joue dans le métro ou quoi, c'est pas forcément simple, alors que celui-là, la musique fait vraiment partie de l'immersion du joueur. Donc ouais, c'est assez varié et puis j'ai l'impression qu'avec le temps ça va se diversifier de plus en plus. Si on te proposait le Doom 2020, tu pourrais sauter sur l'occasion, tu serais capable
capable de gérer ça. Capable, j'aurais tendance à dire que ça s'apprend. Mais ça, en tout cas, ça me plairait beaucoup. Moi, si je suis musicien d'abord, c'est parce que j'aime beaucoup faire des tas de trucs différents et apprendre des codes musicaux que j'ai pas forcément. Du coup, si on me propose de faire des choses que j'ai pas encore faites, évidemment, je dis oui. Si je suis ok avec l'idée, ouais. Doom 2020, c'est noté. Il y avait une autre question du coup. Ouais. Et ben justement, Circe Isle, la BO est sortie indépendamment du jeu, donc on peut l'acheter avec le jeu ou on peut l'acheter à côté. Il y a 1h30 de musique. C'est un petit peu en dessous de tout ce qu'on peut entendre en jouant en fait. Donc effectivement, on a dû faire des choix. C'est pas toujours facile, mais enfin, le bon côté, c'est que c'est une situation qui nous permet de faire entendre ce dont on est le plus fier en fait. On n'est pas obligé de tout mettre, donc s'il y a des morceaux qui nous plaisent un peu moins, on n'est pas obligé de les mettre. On met ceux qui sonnent le mieux, on met ceux qui sont le mieux produits, ceux dont on est le plus fier. On choisit aussi l'ordre des pistes, donc on choisit un petit peu comment on va guider l'auditeur dans son écoute. Il y a une histoire aussi qui se traduit comme ça. Et on aime bien penser que les gens qui achètent ou qui écoutent la BO toute seule, c'est des gens qui ont joué au jeu, donc ils vont avoir des souvenirs de ce qui s'est passé, des souvenirs des personnages. Comme la musique est quand même un peu évocatrice par l'instrumentation et les thèmes qui ont été écrits, on aime bien penser que ça suscite un peu l'imagination des gens qui l'écoutent. Et donc le fait que ce soit exporté indépendamment du jeu, ça ne nous pose pas de problème. C'est une écoute différente, c'est sûr. Mais clairement, c'est pas du tout un problème. De toute façon, il faut lâcher un peu prise avec ça. On peut pas contenir la musique dans le jeu infiniment, quoi. Il faut que ça vive, il faut que ça soit écouté en dehors, il faut que ce soit joué en concert aussi, si possible. C'est quand même sympa. Donc ouais, on a eu à faire des choix de cet ordre-là et c'était plutôt une bonne chose, je pense. Bon, du coup, et encore des questions. Oui, vas-y. Décidément. Il est sorti en septembre de l'année dernière, 2018. Ouais. Mais alors, comme j'avais dit, c'est des jeux qui mettent pas mal de temps à se faire. Donc le prochain sortira début 2020. Donc, tu vois, il y a presque 1 an et demi entre 2 sorties de jeux chez eux. Donc c'est quand même des trucs un peu conséquents. Mais ouais, il est sorti assez récemment. Ah, encore, oui. Est-ce que l'univers de tout ce qui est jeux vidéo, donc un concepteur ou c'est un monde fermé un peu comme le cinéma, on dirait, tout le monde se connaît et connaît les ce qui est gros, ceux qui sont connus, les gros jeux vidéo et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que ça on permet, est-ce qu'il faut avoir des relations en fait pour par hasard on rencontre un concepteur de jeu qui fait vous pouvez vous présenter, dire moi je suis un musique de jeux vidéo et ça vous permet de, je dirais pas lancer une carrière, mais d'avoir des expériences autres. Ouais, C'est une question compliquée. Non, du tout. Non, il y a plein de réponses. C'est une bonne question. Effectivement, on est obligé de comparer ça un petit peu avec le cinéma, et ça nous fait du bien de le comparer avec le cinéma parce que le milieu en fait est pas du tout le même. Dans le jeu vidéo, alors tout le monde se connaît quand même. Ça c'est alors tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais enfin c'est quand même un truc, c'est une espèce de grosse communauté. Il y a quand même un petit gap entre le jeu vidéo indépendant et les grosses boîtes de production. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, en fait, il y a une espèce de frontière, mais quand même les gens se connaissent et le milieu, pour avoir travaillé un petit peu dans les deux, le milieu du jeu vidéo est incroyablement plus bienveillant que le milieu du cinéma. C'est un peu triste pour le milieu du cinéma, mais c'est pas rigolo de bosser. Ouais,
on peut, c'est peut-être pas si simple que ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais effectivement, c'est possible. En fait, le milieu du jeu vidéo fait qu'on n'a pas forcément peur. Enfin, il y a beaucoup moins d'ego, j'ai l'impression. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais Ok. il y a beaucoup moins d'ego, il y a plus de bienveillance et les gens sont quand même relativement plus accessibles. On peut discuter avec des gens du jeu vidéo beaucoup plus simplement. Il n'y a pas d'agent. Par exemple, les gens dans le jeu vidéo n'ont pas d'agent, comme les compositeurs de musique de film, où si on veut les contacter, il faut joindre l'agent qui filtre tout le monde avant, et puis les gens ne sont pas forcément sympas. Non, dans le jeu vidéo, c'est quand même un chouïa plus accessible. Typiquement, quand on a fait la promotion de ce jeu, moi je suis allé un petit peu avec l'équipe du jeu pour parler de musique et voir un peu comment ça se passait, quoi. Et on a rencontré des gens de gros studios on savait même pas que c'était eux. En fait, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit la musique était super cool. Donc, on a tchatché un peu, on a bu une bière ensemble, et puis après on s'est rendu compte que c'était des mecs qui travaillent chez Asobo, qui est un énorme studio qui est à Bordeaux aussi. On discutait avec eux comme des gens avec qui on avait juste des passions en commun, quoi. Donc c'est quand même plus agréable de travailler dans le milieu du jeu vidéo. Est-ce que ça répond à l'entièreté de la question ? En fait, il faut se dire que c'est une question de temporalité, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est un art qui est vraiment très récent, en fait, qui est en train de naître, ou en tout cas qui est en train d'atteindre une forme adulte aujourd'hui, en fait, uniquement aujourd'hui, alors que le cinéma a déjà fait sa mue, je pense quand même au moins plus de 80 ans en arrière. Le jeu vidéo, encore une fois, ça fait que 20 ans qu'on peut mettre de la musique enregistrée. Donc ça fait que 20 ans qu'en fait le métier de compositeur de jeux vidéo est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est encore en train d'évoluer. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui joue dans ce que tu nous dis, Ouais. dans ce que tu nous décris. Oui, complètement. Il reste, c'est un milieu qui reste assez jeune. À la fois par le fait que les gens qui le composent sont jeunes, plutôt jeunes, et parce que c'est un art qui est très jeune encore. Ouais. Après, en tout cas chez les compositeurs, on est plusieurs à venir du monde du cinéma, et d'être arrivés dans le jeu vidéo après, et on a tous remarqué cette différence. Donc il y a un truc qui fait que dans le jeu vidéo, tout le monde est plus ou moins conscient que c'est un milieu plus bienveillant que le cinéma. Et on sait que c'est un peu un privilège pour un milieu artistique. Donc les gens sont disposés à essayer de conserver ce truc le plus longtemps possible. Donc c'est une bonne chose en fait. Après, je rajouterais peut-être juste une toute petite note négative on va dire pour faire la balance, c'est que pour faire l'équilibre, c'est que bon, après ça reste quand même un milieu où il faut énormément travailler pour pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est ton cas par exemple. Tu as énormément travaillé pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, et c'est encore que le début en fait finalement d'une certaine manière. C'est un des premiers projets que tu fais, et c'est aussi un milieu qui a ses problèmes aussi économiques. Il y a des boîtes qui ferment, il y a des problèmes d'organisation du travail très graves, même en France. Récemment, il y a eu encore l'année dernière, je crois, les employés de Eugene System à Paris qui ont fait une grève pour alerter justement sur leurs conditions de travail, notamment des heures travaillées en plus non payées. Qui arrive très vite en jeu vidéo. Il y a quand même des points négatifs qu'il ne faut pas négliger. Clairement. Voilà, c'est pas tout angélique, mais du coup, effectivement, c'est quand même plus rassurant à première vue que le monde du cinéma. Je suis très très optimiste, mais oui, effectivement, comme tous les milieux, il y a forcément des petits trucs qui coincent. Mais enfin, on en est conscient déjà. Une dernière question ou avant-dernière question, peut-être Avant-dernière, oui. Ouais. Un leitmotiv, un motif. Non. Signature. Non, j'ai pas de motif mélodique que j'essaie de caser partout, parce que pour l'instant, le nombre de projets que j'ai fait, à aucun moment je me suis dit tiens, je vais réutiliser un truc que j'ai fait. En fait, moi j'aime beaucoup
faire des trucs différents en fait. Même si on propose des projets similaires, je vais toujours chercher le truc qui différencie et qui fait que je vais être obligé de faire une musique différente. Après, par contre, il y a des synthés que j'utilise tout le temps. Alors, bizarrement, dans ce jeu-là, non, mais il y a des sonorités qui reviennent quand je fais de la musique de film ou sur certains jeux vidéo, ça arrive. Il y a des sonorités auxquelles je suis vraiment attaché et qui sont assez, comment on dit, ambivalentes pour s'adapter à différentes esthétiques. Et moi, comme je suis très attaché à ces sons, je les réutilise. Mais c'est que ça reste de la texture, quoi. J'utilise pas forcément les mêmes accords ni les mêmes mélodies. Je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas se renouveler, surtout quand moi, pour le coup, les projets sur lesquels j'ai travaillé, j'avais le temps. C'est peut-être aussi des questions de temps qui font qu'on réutilise des trucs souvent quand c'est un peu pressé. Enfin, dans la musique de film, quand on nous appelle en me disant le film sort dans 2 semaines, il me faut de la musique. Là, oui, on peut réutiliser des trucs, mais j'ai jamais eu cette chance-là. Bon, bah, du coup, on répondra peut-être à cette question dans 10 ans, justement, aux 70e rencontre, ciné-rencontre de Prades, en faisant la rétrospective, du coup, de 10 ans de travaux en jeux vidéo pour voir si tu as réutilisé des thèmes. Julien, merci beaucoup, du coup, d'être venu, de nous avoir partagé ton expérience. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'être venu, d'être resté jusqu'au bout. Merci à toi de m'avoir empêché de partir dans tous les sens et merci d'être venus si nombreux.